Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir les différentes fonctions du transport ainsi que l'évolution du cycle. Allez, c'est parti. Afin de comprendre quelles sont les fonctions des moyens de transport, on va dessiner ensemble un diagramme des interacteurs. Le diagramme des interacteurs met en relation ce que l'on étudie ici dans une bulle, c'est-à-dire le moyen de transport, avec des éléments des milieux extérieurs, ici utilisateurs et lieux à atteindre, qui sont des choses tangibles, c'est-à-dire que l'on peut toucher, qui vont avoir des interactions, des relations avec notre moyen de transport dans la phase de vie étudiée. La phase de vie étudiée ici, c'est l'utilisation normale. Donc ce que l'on souhaite faire, nous, la fonction principale, c'est ce qui va relier l'utilisateur à mon lieu à atteindre en utilisant mon moyen de transport. C'est ce qu'on avait appelé la fonction principale, c'est grosso modo ce à quoi va servir mon système. Alors, quel peut être l'intitulé de cette fonction principale? La fonction principale 1, eh bien ça va être de déplacer l'utilisateur au lieu à atteindre en utilisant le moyen de transport. Bien entendu, il y a des fonctions contraintes entre les éléments des milieux extérieurs et mon moyen de transport. C'est-à-dire que mon moyen de transport doit s'adapter aux utilisateurs ainsi qu'au lieu à atteindre. Et effectivement, en fonction du lieu à atteindre, eh bien, j'ai toute une panoplie de moyens de transport et ainsi aussi en fonction des utilisateurs, s'ils transportent ou pas du bagage, ou de leur nombre aussi, je vais avoir une panoplie de moyens de transport différents. Cela veut dire qu'en fonction des services rendus, eh bien, les moyens de transport sont absolument identiques. Simplement, on va venir rendre des services à des niveaux différents et à ce moment-là, on va devoir utiliser tel ou tel moyen de transport. D'ailleurs, on peut le voir quand on utilise un diagramme FAST pour essayer de décrire les fonctions techniques qu'il va y avoir à l'intérieur de la fonction principale ou la fonction de service se déplacer. La fonction technique, c'est comment techniquement on va faire. Alors la fonction technique 1, je la laisse de côté, on verra plus tard. La fonction technique 2, ça va être forcément, on va devoir transporter, c'est-à-dire porter les utilisateurs, quel que soit le moyen de transport. Il peut aussi y avoir des bagages, quel que soit le moyen de transport, il va falloir se diriger et il va falloir aussi se propulser. Et ça ne dépend pas du moyen de transport utilisé. La seule chose qui va dépendre de ça, ça va être la fonction technique numéro 1, qui en fonction de si j'ai un bateau, un vélo, une voiture, un avion, enfin c'est-à-dire en fonction de la nature de l'élément dans lequel je vais me déplacer, eh bien il va falloir que je roule sur le sol, que je flotte, que je vole ou que je fasse tout un tas d'autres choses, bien entendu. C'est-à-dire que techniquement, ici je commence à venir choisir tel ou tel moyen de transport. Dans la suite de cette vidéo, on va maintenant se focaliser sur l'évolution des cycles, essayer de revoir ça à travers le prisme de l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire de l'étude des fonctions que l'on vient de voir juste ensemble. L'ancêtre du vélocipède, du vélo actuel, c'est la draisienne. Elle a été inventée en 1817, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça en fait, il y a un tout petit peu plus de 200 ans. Comment ça fonctionnait cette chose-là? Vous connaissez certainement car maintenant on trouve des draisiennes pour enfants. Mais pendant longtemps, les draisiennes avaient complètement disparu. Alors, une draisienne, c'est deux roues, un châssis sur lequel va venir s'asseoir la personne. Ça va venir l'écarter à la bonne distance de manière à ce qu'il puisse courir au niveau du sol. Alors, les draisiennes, à cette époque-là, étaient des machines de luxe. Il fallait avoir beaucoup d'argent, demander à un artisan de vous la fabriquer. Donc c'était une pièce qui était faite sur mesure, à la bonne hauteur de la personne qui allait l'utiliser. Et c'était simplement pour les loisirs. C'est pour ça qu'on voit un homme en haute forme ici faire de la draisienne. Il y avait déjà les prémices d'un système de direction, on pouvait orienter la roue. Mais le système de propulsion n'existait pas, c'était directement les pieds de l'utilisateur qu'il y avait sur le sol. Alors si je regarde mes fonctions techniques précédentes, eh bien il faut que je porte l'utilisateur, oui effectivement j'ai un siège, il faut que je porte ses bagages, où est-ce que j'ai des porte-bagages? Eh bien je pouvais accrocher des bagages directement sur le cadre de la draisienne si je le voulais, ou alors sur
l'utilisateur. Enfin, il fallait que je me dirige, eh bien, il y avait les prémices ici d'un système de direction. Et pour terminer, la propulsion était faite directement pour l'utilisateur. Au niveau de la fonction rouler sur le sol, la FT1, eh bien, c'est réalisé par des roues. Vraiment, ici, on répond à toutes les fonctions techniques de base du moyen de transport qui va venir rouler sur le sol. Les problèmes de la draisienne sont multiples. Petit à petit, la draisienne sera laissée de côté. Effectivement, il fallait courir sur le sol, ce qui n'était pas bien pratique dès qu'on devait prendre de la vitesse. Pour freiner, il fallait que les pieds frottent sur le sol. Pour se stabiliser, les pieds sur le sol. Bref, c'était pas très pratique. Il a donc été inventé aux alentours des 1860 le premier vélocipède. On a donc les deux roues, comme sur la draisienne, une selle aussi sur laquelle on va être assis. D'ailleurs, chose intéressante, on voit que la selle est montée sur une lame de ressort, c'est-à-dire une lame métallique souple. La selle est amortie. Ce sont les premiers amortisseurs qui existaient déjà à l'époque. Un système de direction aussi, de quoi porter les bagages ici, de quoi accrocher les sacs sur l'avant, et surtout des pédales montées en direct sur la roue avant. Ces pédales permettaient à l'utilisateur de ne pas laisser traîner ses pieds par terre pour pouvoir se mouvoir. Pour ralentir, eh bien, l'utilisateur retenait un petit peu son pédalage et pouvait aussi actionner ici un système de frein qui venait appuyer directement sur la roue arrière. On a exactement les mêmes fonctions techniques que précédent, mais avec un aboutissement un petit peu plus élevé. Le problème du vélocipède, c'est qu'on a les pieds directement sur les pédales qui sont montés sur la roue. La roue étant de relatif petit diamètre, sachant qu'on tourne les pédales pour être confortable à environ 70 à 80 tours par minute, eh bien on ne pouvait pas, avec ce taux de rotation-là, aller à une vitesse supérieure à 15 km/h. Ou alors il fallait vraiment pédaler très vite, et à ce moment-là on pouvait atteindre 20 km/h, voire 25 km/h pour les plus rapides, mais c'était vraiment très inconfortable. Alors en réponse à ça, il a été inventé les années suivantes, environ en 1870, le Granby. Le Granby, sa grosse différence réside dans la taille de la roue avant, qui est beaucoup plus grande. Donc pour un tour de manivelle, eh bien, on allait parcourir une distance tout de suite beaucoup plus grande. Malheureusement, cette grande roue avant, qui était aussi directrice, allait nécessiter de déplacer le conducteur sur le dessus pour qu'il puisse pédaler. Donc pour monter sur le Granby, il fallait escalader, il y avait des cale-pieds à l'arrière, le Granby, et ensuite essayer de partir en équilibre. Cette position très haute, donc le centre de gravité très haut, placé directement au-dessus de la direction de la roue avant, faisait que le Granby était un instrument vraiment difficile à utiliser. Et c'était aussi un instrument très rapide. C'est pour ça que le Granby était réservé vraiment qu'à des gens qui étaient très sportifs. Devant la dangerosité et le relatif inconfort du Granby, il a été inventé tout un tas d'autres systèmes. Une grande multiplicité de systèmes plus ou moins innovants les uns que les autres. On n'en retiendra que deux, les quadricycles et les tricycles. Ils répondaient directement au problème de stabilité du Granby. Avec 3 roues ou 4 roues, on était sûr que l'on était stable. Par contre, ces quadricycles et tricycles, du coup, ont eu l'idée de déporter le système de pédalage au milieu et renvoyer avec une chaîne au niveau de l'axe arrière pour pouvoir mouvoir le système. Les prémices du vélo étaient là. Et d'ailleurs, à peu près en même temps, il fut déposé un brevet sur le premier vélo à proprement parler. C'est un vélocipède à transmission de la puissance par la roue arrière. Un pédalier central qui permettait donc aux cyclistes de se trouver en position centrale au milieu des deux roues, d'avoir des roues du coup de diamètre identique et de diamètre suffisamment faible pour qu'on puisse enfourcher le vélo sans avoir à l'escalader. Une roue arrière qui était donc propulsée par la chaîne et un système de direction ici un petit peu farfelu, comme on voit, avec des biellettes de renvoi. Une selle toujours suspendue, bien entendu. Les éléments de base du vélo moderne sont là, bien entendu. Chaque élément s'est amélioré, les roulements dans les roues se sont améliorés, les matériaux se sont améliorés, la chaîne aussi s'est beaucoup améliorée, ainsi que les précisions de fabrication. Tout s'est amélioré pour partie. Il manque juste vraiment 2 éléments pour en faire un vélo moderne, la roue libre et le système de vitesse. Alors les systèmes de vitesse, il y en existait une grande quantité.
Le système actuel, qui est le dérailleur, a lui aussi un siècle. Le dérailleur actuel permet de changer des vitesses et justement d'adapter le taux de rotation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on pédale, en fonction du terrain, est-ce qu'on est en montée, est-ce qu'on est en descente, et de la vitesse d'avancement du cycle, sans jouer sur le diamètre des roues. On va revenir aussi sur la partie roue libre. La roue libre, c'est quoi? Ça permet au vélo d'avancer sans entraîner en rotation les pédales. Les premiers vélos, notamment celui-là, n'avaient pas de roue libre. C'est-à-dire que si le vélo avance, les pédales tournent. Donc, si l'utilisateur voulait s'arrêter de pédaler, il ne pouvait pas. Soit il devait continuer à pédaler, soit des fois sur les vélos, il existait des cale-pieds à l'arrière pour que l'utilisateur vienne poser ses pieds et les pédales se mettaient à tourner elles-mêmes. On va essayer de voir à quoi ressemble une roue libre moderne. Alors des systèmes de roue libre, il en existe un grand nombre. Ici, on a la vue d'une roue arrière avec ici l'endroit où on fixe la cassette, c'est-à-dire l'endroit où il y a les roues dentées au niveau du dérailleur arrière. Si je démonte cette roue libre ici, je vois à l'intérieur des petites encoches. Et la roue libre, elle, est comme ceci, avec des petits cliquets montés sur des ressorts. Cette roue-là, avec les encoches, on appelle ça une roue à rochet, sur lesquelles les cliquets vont venir dans un sens être écrasés, et ensuite ils vont passer les obstacles, comme ceci. Et si jamais on tourne dans l'autre sens, à ce moment-là, on viendra engrainer sur les obstacles. C'est ça le petit clic que l'on entend quand on tourne dans ce sens-là, c'est-à-dire les petits clics produits par les cliquets sur la roue à rochet. Allez, on récapitule ce que l'on vient de voir ensemble dans cette vidéo. On avait vu que les moyens de transport avaient les mêmes fonctions principales, c'est-à-dire quel que soit le moyen de transport, ça sert à la même chose, déplacer un utilisateur vers un lieu à atteindre. Techniquement, pour faire ça, il va falloir porter les utilisateurs, porter leurs éventuels bagages, les diriger, les propulser, et une fonction technique un petit peu particulière qui, elle, va dépendre du moyen de locomotion. La fonction technique ici, qu'on avait nommée la fonction technique 1, il s'agissait de savoir si on devait rouler sur le sol, flotter, voler ou aller sous terre par exemple. Enfin bref, la manière de faire du moyen de transport. Au niveau de l'évolution du cycle, on a vu que les cycles répondaient parfaitement à ces fonctions techniques-là, que ce soit de la draisienne jusqu'à l'élément le plus proche de nos vélos actuels, c'est-à-dire les vélocipèdes avec transmission de la puissance vers l'arrière. On avait vu que petit à petit, les cycles avaient évolué car ils ne répondaient pas parfaitement au bon usage des utilisateurs, malgré le fait qu'ils répondent tous aux fonctions techniques. Donc en fait, c'est leur manière de répondre aux fonctions techniques qui les ont fait évoluer et s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça aura permis de clarifier certains points.